parler de la philosophie sur un sujet, de mon point de vue, qui paraît redoutable. Eh bien, il est redoutable parce que nous avons parlé des choses qui nous semblent à première vue évidentes, alors qu'en réalité, ce n'est pas aussi évident que ça. Je tiens d'abord à faire cette précision. C'est vrai que nous nous présentons ici avec l'étiquette de philosophie, mais il faut aussi comprendre que la philosophie s'entend de deux manières. Soit la manière purement rationnelle, celle qu'on aborde en classe, ou à l'université, soit la philosophie au sens d'attitude de vie. Cette définition de la philosophie au sens d'attitude de vie est en correspondance avec de la spiritualité. Et lorsqu'on parle de spiritualité, ça peut aussi recouper du mysticisme. Donc, en fonction des réponses, je vais partir de la philosophie. Et quelquefois, je vais aborder les choses de façon spiritualiste. Je n'ai pas dit de façon religieuse, je dis de façon spiritualiste. Et lors des questions-réponses, vous voyez que je serai confronté à ce qu'on appelle une aporie. L'aporie, c'est-à-dire un chemin qui ne mène nulle part. En quelque sorte, je serai bloqué parce que, contrairement à ce que l'on pense, la philosophie est quelque chose qui se limite tout simplement à notre univers, même si on peut envisager d'autres choses. Donc, lorsque ce cas va se présenter, je vais aller ouvrir le tiroir de la spiritualité pour approfondir les choses. Donc, il est donc important de vous prévenir d'emblée pour qu'on ne soit pas perturbé. De quoi est-il question aujourd'hui? Il est question de la question suivante. Suis-je un corps ou ai-je un corps? Il y a trois choses qui vont nous intéresser ici. C'est le verbe avoir, le verbe être, et puis le ou alternatif. Dans cette question, il y a la question de l'identité. Ce à quoi on s'identifie. Je suis ceci, je suis cela. En fait, la question est de savoir, si je dois le faire de façon générale, la question est de savoir, que suis-je au juste? Cette question peut aussi appeler une autre question, mais qu'on ne va pas aborder aujourd'hui, sinon on n'en finit pas. C'est la question, qui suis-je? La deuxième question, autant le dire tout de suite, la deuxième question renvoie à la question de la connaissance de soi. Il faut peut-être faire une autre séance pour tenter de l'aborder. Nous allons rester sur la question, que suis-je? Je disais que cette question est redoutable. Pourquoi? Eh bien parce que tout simplement, nous sommes confrontés à l'évidence de la réalité, l'évidence du réel. La première évidence, c'est précisément le corps. Je me vois, je m'entends, je peux aussi me toucher. Je me tiens, je peux même le faire durement, je peux même sentir le mal de la souffrance, ce qui me ramène à cette évidence de mon existence, du moins factuellement. Donc lorsqu'on va aborder la question d'une autre manière, ça va nous poser des problèmes. Donc nous avons ici deux ordres de réponse dans la question posée. La première réponse, et nous allons partir de là, avant de remettre ça en cause. La première réponse à la question, c'est que, au regard de l'évidence que je viens de mettre en évidence, c'est que nous sommes le corps. On le voit. Cette évidence nous paraît évidente. Pourquoi? Parce que préalablement, nous fonctionnons avec des sens. Première chose. Deuxième chose, nous sommes
dans un monde matériel. Et nous appréhendons ce monde matériel précisément avec des sens. Autrement dit, lorsqu'on dit le corps, cela renvoie à l'exister, à ce qui est dans le monde. Or, qu'est-ce qui est dans le monde? Eh bien, c'est tout simplement ce qui est réel. Cette notion de réel est en opposition avec une autre notion. C'est la notion d'irréel. Une notion d'irréel qui va nous permettre d'aborder la question d'un autre point de vue, à partir du verbe avoir. Autrement dit, faisons simple. Dans la première réponse que nous avons formulée, nous avons une approche matérialiste. Et je vais même ajouter scientifique. Parce qu'à la question de savoir, que suis-je? Les matérialistes, et en l'occurrence la science, répondent: nous sommes le corps. Mais dans ces réponses, il y a un problème. Parce que si nous sommes le corps, et que le corps, c'est de la matière, moi c'est vrai que c'est un concept que je n'aime pas, j'entends par matière ce qui nous constitue de façon physique et que l'on peut toucher. Et si nous sommes le corps, mais qu'est-ce qui fait alors la différence avec ce côté qui est tout aussi physique, qui est un objet? Est-ce à dire que le corps, dans son essence, c'est-à-dire la matière, a cette faculté de vivre, auquel cas on posera la question de savoir qu'est-ce que vivre finalement? Qu'est-ce que la vie? Question philosophique et non pas scientifique. Mais autant vous le dire aussi, tout de suite, c'est que la science, puisqu'elle ne porte que sur ce qui est concret, sur ce qui est réel, va trouver un subterfuge pour aborder la question de la vie. Autrement dit, la science ne posera pas la question de savoir qu'est-ce que la vie, parce que c'est une question métaphysique. Métaphysique, c'est ce qui est au-dessus ou au-delà, ou qui transcende notre niveau physique, qui transcende la matérialité. Le subterfuge de la science, c'est la question suivante. Qu'est-ce que le vivant? Et cette question est d'autant plus importante qu'elle permet bien de distinguer ce qu'on va appeler les choses de la nature et les choses, simplement. Précisons encore cela. Lorsqu'on dit choses de la nature, en réalité, on parle des êtres de la nature. Là, on voit tout l'intérêt d'entente entre la science et la philosophie, à partir de la question « que suis-je ?» et à partir de la réponse « je suis le corps ». Si je suis le corps qui est un élément de la nature, eh bien, par définition, je suis un être naturel. Vous voyez, je ne parle plus au sens général de choses naturelles. Je parle d'être naturel. Eh bien, pourquoi? Eh bien, parce que tout simplement, le corps dont il est question ici, et on va recouper en cela la définition scientifique, le corps dont il est question ici est doué de vie. Je vais faire un petit parallèle qui peut, par exemple, être choquant. Mais à partir de là, que dira-t-on d'un cadavre en réalité? Comment définir le cadavre? Si nous suivons bien la logique des choses, telle que nous venons de la déployer, nous dirons que le cadavre est une chose, et non plus un être. Mais c'est quel type de chose? Parce qu'encore une fois, ce poteau est aussi une chose. Bien la différence, c'est que le cadavre est une chose naturelle. Et pourquoi chose?
mais précisément parce que ce n'est plus doué de vie. Mais à ce moment-là, la question se pose de savoir, mais finalement, qu'est-ce qu'un corps doué de vie? Eh bien, cette question m'amène à faire une transition vers la deuxième réponse. La deuxième réponse étant ceci, que si l'on se limite tout simplement à la définition de nous-mêmes comme corps réduit à la simple matérialité, vous devriez savoir et comprendre du point de vue scientifique que la matérialité n'a pas de vie propre. Et dans ce cas, qu'est-ce qui peut expliquer la vie? Eh bien, cette question m'amène à dire ceci, que s'il y a un corps, et qu'en principe, le corps n'est pas de l'ordre de la vie, mais c'est qu'en réalité, le corps est animé. C'est pour ça que les philosophies de l'Antiquité, les philosophes de l'Antiquité parlaient, d'ailleurs c'est le concept qu'on utilise aussi dans certaines religions, parlaient d'anima, ce qui anime le corps de façon à ce qu'il soit vivant. À partir de là, on va comprendre le deuxième volet de la question, donc la réponse. Si nous posons la limite du corps, parce qu'en réalité le corps c'est une matière, mais comment expliquer que le corps soit doué de vie? Et c'est quoi cette vie? Eh bien la réponse, qui n'est plus ici, scientifique, même si les scientifiques ont tenté, ont fait des tentatives de réponse, eh bien la réponse ici est ontologique. Je vais préciser les choses. Ontologique par opposition à la première réponse que nous avons formulée, qui est ontique. Pourquoi? Eh bien parce que ça se rapporte à ce qui est dans le monde, à ce qui est physique, à ce qui est matériel, à ce qui est réel. Comme vous le savez, la science ne porte que sur les phénomènes. Un phénomène étant ce qui se produit où dans le monde réel. La difficulté de la science, c'est que quand quelque chose se produit, il y a quelque chose qui sous-tend cette production. C'est cette chose qui sous-tend la production que l'on va appeler ici la loi. Mais est-ce que cette loi est physique? On peut remplacer le terme de loi par le principe. Autrement dit, si nous ramenons ce que je viens de dire à la thèse, plutôt à l'hypothèse que nous sommes en train de formuler, à savoir que, en plus du corps, nous sommes autre chose, eh bien tout simplement, on dira que, en plus du corps, nous avons un principe en nous qui explique que nous soyons, vivants, et que nous soyons aussi capables de prendre conscience de notre corps. À partir de là, la question se pose de savoir, c'est quoi ce principe? Voyez, nous revenons toujours à la question de l'identité. Repartons chez les scientifiques, et précisément les neurosciences. Les neurosciences nous disent ceci, comme tous les scientifiques d'ailleurs. L'homme est matière, l'homme au sens de vie, l'homme est matière. Mais comment expliquer la vie? Parce que nous constatons qu'il y a quelque chose, à savoir la conscience. Comment est-ce qu'on va l'expliquer? Ils ne peuvent pas donner une réponse qui est ontologique. L'ontologie étant la science de l'être, de ce qui est en tant qu'être. La science ne peut pas donner cette réponse. Mais comme d'habitude, elle va trouver des subterfuges. La science dira, puisque nous sommes le corps, et puisque ce corps semble fonctionner à partir du cerveau, qui en constitue le moteur ou l'unité centrale,
expliquant la vie, eh bien, s'il y a conscience, c'est que cette conscience procède du cerveau. Plus précisément, si nous avons la conscience, c'est que cette conscience procède des interactions neuronales, c'est-à-dire des mécanismes du cerveau, c'est-à-dire encore les interactions qui se déroulent dans le cerveau. Ce postulat ou cette explication scientifique a des conséquences incalculables, notamment en ce qui concerne ce que nous redoutons tous. Pourquoi? Parce que si le cerveau est physique et qu'il fait partie de ce qu'on appelle les choses finies, les mortels, puisque la conscience, d'après les scientifiques, notamment les neurosciences, les sciences qui étudient le cerveau, puisque cette conscience procède du cerveau, eh bien cela veut dire qu'avant que nous soyons le corps, autrement dit avant notre naissance, la conscience n'existait pas. Première chose. Deuxième chose, dès lors que le cerveau cesse de fonctionner, eh bien, la conscience aussi cesse de fonctionner. Autrement dit, dans cette logique, il n'y a pas d'existence post-mortelle. Après la mort, c'est le néant. C'est fini. Reprenons. La science porte sur les objets physiques qu'on appelle des phénomènes. Si on ramène ça à l'homme, la science ne reconnaît en réalité qu'une seule chose dans l'homme, c'est le corps. Or, la science a conscience d'une chose, c'est que ce corps est fini, ce corps est limité, ce corps est éphémère, il est appelé à mourir. Or, la science ne sait pas ce qui se passe derrière ce voile. Elle veut pérenniser notre existence. Et comment? Elle va mettre des mécanismes en place pour essayer de nous rendre éternels. Pourquoi? Parce que la science, aussi bien que nous avons la conscience de la finitude. C'est très angoissant. Première erreur de réponse. C'est la raison pour laquelle les philosophes qu'on appelle les idéalistes étant ceux qui pensent que rien n'est plus important que les idées. Et ces idées sont de nature spirituelle. Et ces idées sont d'autant plus de nature spirituelle que ces idées sont immuables et expliquent tout ce qui existe. Et si tel est le cas, eh bien ça veut dire que les idées étant de nature spirituelle, les idées font partie de ce qu'on appelle la conscience, puisque ces idées sont éternelles, immuables, il va de soi que la conscience est tout aussi éternelle et immuable. Je pense que vous me voyez bien. Dans cette logique, il y a donc ceci, que, puisque je suis dans l'existence, avant mon existence, j'étais déjà. Je ne dis pas j'existais déjà. Parce que lorsqu'on dit j'existais déjà, ça veut dire que j'étais dans le monde. Je dis donc, j'étais déjà. La question, mais où? Eh bien, dans un monde qui n'est pas le monde réel. Un philosophe qu'on appelait Platon appelle ça le monde des idées, que les religions appellent le paradis. Je veux dire, avant que je ne sois là, avant que je n'existe là, comme moi, de manière physique, j'étais déjà dans ce monde-là, qui n'est pas réel. Bon. Mais il y a une autre conséquence, c'est que si je suis là, mais c'est quoi ce moi qui dit moi je suis là?
réponse est simple dans cette logique. C'est que je suis d'abord conscience, mais conscience qui possède un corps. Prenons un exemple simple. Il y a moi que vous voyez. Le moi là que vous voyez, c'est la conscience. Mais je porte aussi des habits. Autrement dit, que pour que moi, conscience, je sois dans ce monde physique, il me faut un appareillage tout aussi physique de le corps. Si je veux aller dans le fond de l'océan, je dois porter un scaphandre que je peux enlever. Est-ce pour autant que lorsque je me définis moi par le scaphandre ou par le corps? Eh bien, les idéalistes et les spiritualistes nous disent, eh, pas du tout. Pourquoi? Parce que lorsqu'on définit, la définition porte sur des choses qui ne changent pas. Or, qu'est-ce qui ne change pas? C'est la nature. Mais c'est quoi la nature? Mais c'est un ensemble de caractéristiques ou attributs immuables ou invariables qui ne changent pas et qui nous définissent. Ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire que ce que nous sommes, essentiellement, ce que nous sommes, naturellement, ce que nous sommes, fondamentalement, ce que nous sommes, ontologiquement, est de nature spirituelle. Et c'est quoi? C'est tout simplement la conscience. Si tel est le cas, la conscience préexiste au corps et la conscience survit aussi après la mort du corps. Et pendant que nous sommes vivants, la conscience nous définit ou alors se définit comme notre être véritable. En réalité, qui ne change pas. Autrement dit, il faut prendre position dans ce qu'il faut bien donner, une position, un avis motivé. Si on doit répondre à la question, répondre à la question en dépassant la science, en disant ceci, que, en fonction de ce que nous venons de poser, à savoir la dichotomie, l'opposition entre la matière et l'esprit, au regard de leurs caractéristiques respectives autant pour moi, puisque ce qui est matériel est changeant et ce qui est spirituel n'est pas changeant, alors il va de soi que, fondamentalement, nous sommes esprits, l'esprit étant la conscience, et que cette conscience ne changeant pas, eh bien cette conscience nous définit fondamentalement. Et cette conscience possède le corps, et elle pourra se débarrasser du corps le moment venu, et continuer de mener son existence, ici ou ailleurs. Eh bien, cette approche est optimiste. Pourquoi? Eh bien, par définition, elle nous enlève l'angoisse de la mort. Nous sommes ici, sur le terrain philosophique. Et précisément sur ce terrain, on nous posera la question de savoir, mais qu'est-ce qui nous prouve ce que vous dites? Ah oui, la philosophie ne peut pas répondre à cette question. Quoique, on peut convoquer certains philosophes, en l'occurrence Socrate avec son disciple Platon, qui nous disent ceci, que pour ne pas avoir peur de la mort, il faut tout simplement pratiquer la philosophie. Mais c'est quoi la philosophie pour vous? Eh bien, la philosophie, faire de la philosophie, pour ces deux monuments de la philosophie, c'est tout simplement apprendre la mort au quotidien, apprendre à mourir tous les jours. Oh, c'est une bonne réponse philosophique qui va susciter la question suivante. Mais c'est quoi alors la mort? N'oubliez pas que Socrate et Platon sont des idéalistes.
sont des spiritualistes. Ils définissent l'homme de façon double, dans la dualité. Pourquoi? Eh bien parce que pour eux, l'homme est l'assemblage de ce qui lui est fondamental, à savoir le côté spirituel, c'est-à-dire la conscience, ce qu'ils appellent le principe divin, l'étincelle divine, ou l'âme, comme vous voulez, qui est éternelle, parce que spirituel, plus le corps qui va faire en sorte que nous soyons dans cette existence. Notre vie s'explique par cette double constitution de l'esprit, de l'âme et du corps. En partir de là, on peut alors envisager la définition de la mort pour ces deux philosophes. Eh bien, la mort, c'est tout simplement, la mort qui est philosophie, c'est tout simplement la pratique consciente, on en dit consciente, ça veut dire de notre propre initiative, la pratique consciente de la séparation de l'âme et du corps qui en constitue le temple charnel. Pourquoi? Eh bien parce que tout simplement, pour ces deux philosophes, notamment Platon, la vérité n'est pas ici, dans ce monde. Or, puisque la vérité est importante, il faut aller la chercher là où elle est. Elle est où? Elle est dans un autre monde, le monde des idées. Mais puisque le corps ne peut pas accéder à ce monde, eh bien, il va falloir philosopher en séparant l'âme du corps, de telle sorte que le corps reste ici, et l'âme va contempler les idées avec ça là-bas, c'est-à-dire la vérité. Elle doit revenir ici pour mettre en pratique cette vérité. Donc, à la question de savoir, comment prouver ça? La réponse, elle est philosophique. Je vous la donne, elle est philosophique. Il faut mourir tous les jours. Je vous remercie. Bon, c'est le temps de l'échange. Bravo. Merci. J'ai une question. Quand vous dites, Oui, c'est le temps d'échange ou pas encore? je n'ai pas saisi. Je dis, est-ce que c'est le temps d'échange ou pas encore? C'est le temps d'échange. Bon, d'accord. Oui. Alors, je vous pose la question, quand vous dites, il faut mourir tous les jours un peu, pour mourir. Parce que Maulana, qui est un poète soufi persan, il avait dit cela. Et je me demande si ce n'est pas d'une certaine manière de mourir, c'est dans le sens de se séparer des avoirs, pour être davantage. Se séparer des avoirs. Se séparer de ce qu'on peut posséder, de ce qui est être et avoir. Parce que être, c'est ce que vous voulez expliquer d'une certaine manière, et avoir, c'est ce qui est aussi autour. De se séparer de cela et d'arriver à devenir de plus en plus que l'être. Il faut bien comprendre ceci. Dans le domaine de l'être, il n'y a pas l'angoisse de la finitude. Première chose. Dans le domaine de l'être, il y a absolument la magnificence, la beauté, et si on revient à ce que vous avez dit, l'abondance. Lorsque vous êtes dans l'être, on ne peut pas parler d'avoir. À partir de là, la question se pose de savoir, mais qu'est-ce qu'il cherche à avoir? Eh bien, c'est le corps, c'est notre nature sensible. Au-delà de la question que vous avez posée, il y a le présupposé suivant. Dans votre question, la mort égale la mortification. C'est deux choses différentes. Oui. Parce que lorsqu'on vit dans la privation, parce qu'il s'agit de ça, on pratique ce qu'on appelle une ascèse.
c'est de la mortification. Pourquoi? Pourquoi faire ça? Eh bien, c'est pour permettre à notre nature véritable de reprendre le dessus. Parce que c'est dans cette condition que l'on accède à la vérité. Je n'ai pas dit la réalité, parce que la réalité est relative. Je dis plutôt la vérité qui est immuable. C'est pour ça qu'on pratique ça dans des ordres religieux, aussi bien que mystiques. Donc le maître mot à retenir ici, c'est que la mort n'est pas mortification. Par contre, la mortification peut être une des étapes qui conduit à la pratique valable de la mort salutaire. Parce que je ne peux pas pratiquer la philosophie dans ce sens si je suis attaché aux ordres du corps, aux ordres de nos natures sensibles. C'est pas possible. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours cette menace entre l'ego, ce qu'on appelle l'ego, et notre nature fondamentale. Tant que l'ego prend le dessus, notre nature fondamentale, on dirait en philosophie, notre nature rationnelle aura du mal à s'exprimer. C'est la raison pour laquelle ceux qui pratiquent ce genre de choses vont dire qu'il faut tempérer les ardeurs de notre nature sensible, autrement dit, de notre ego. De notre ego. Oui. Mais vous voyez ce que je... C'est pas... Enfin, je sais pas, peut-être que je me suis mal exprimée, mais déjà, vous voyez, au quotidien, on est prise de beaucoup de choses qui sont dans le... D'abord ceci, d'abord cela, et aussi d'être dans cette situation-là. Et au fur et à mesure, on peut se rendre compte qu'on peut vivre sans cela. Et à ce moment-là, je trouve que l'esprit, si on appelle ça l'esprit, il se magnifie. C'est dans cela que je vois des morts, c'est-à-dire se séparer d'une partie de nous qui peut être dans les choses, et d'arriver de plus en plus de se purifier, enfin c'est comme un peu une pierre dont on extrait les gravillons ou les pierres autres autour pour arriver à l'âme de gemme, de cela, vous voyez. Parce qu'il dit aussi, lui, il dit il faut mourir pour renaître. Autrement, on ne peut pas. Vous voyez? Mourir de quoi? C'est pas mourir physique, c'est mourir, c'est-à-dire se séparer des choses, ou des états, ou des situations, des noms, des célébrités, enfin je ne sais pas. Alors, c'est ce qu'on appelle la mort symbolique. Et la question qu'il faut se poser est de savoir pourquoi symboliser la mort. Eh bien c'est parce que nous ne savons pas en quoi elle consiste. Pourquoi? Parce que lorsqu'on se pose des questions sur la mort, ce sont des questions philosophiques, et les réponses sont aussi philosophiques. On va alors trouver des subterfuges pour donner un contenu à cela. Nous sommes ici dans l'ordre du discours, de la philosophie, d'où la croyance. Ce dont il est question ici, avec... je n'aurais pas dû prendre l'exemple de Platon, parce que ça nous emmène on le présente dans l'étiquette de philosophe. En réalité, les philosophes de l'Antiquité, notamment Platon, ce n'étaient pas des philosophes au sens académique comme on le définit. Bon, c'est une erreur stratégique de faire ça. En réalité, lorsqu'on pose la question sur la mort, on est sur le plan philosophique. Parce que nous allons ratiociner là-dessus. Mais la ratiocination, le fait de raisonner sur la mort, de trouver des réponses, et ainsi de suite, ne résout pas le problème. Il ne fait que rajouter des problèmes. C'est la raison pour laquelle les pratiquants, pas au sens religieux, disent ceci, que nous vous disons que la mort c'est ceci, parce que la mort est source d'angoisse. Pour éviter cette angoisse, vous devez savoir ce que c'est que la mort, en réalité. Parce que nous sommes angoissés, parce que pour nous la mort, c'est une espèce d'inconnu. Pour que la mort ne nous soit plus inconnue, il faudra que nous expérimentions la mort. Et c'est quoi cette mort? Je reviens toujours à la définition. C'est la séparation de l'âme et du corps. Autrement dit, pour ces pratiquants, il faut en faire l'expérience. Maintenant, on dira ceci, que pour faire cette expérience, il faut un cheminement, dont la mortification ou l'ascèse, la pratique de l'ascèse, la privation,
constitue l'une des étapes. Lorsqu'on est dans la pratique de la mort, la question ne se pose plus, parce qu'on sait ce que c'est. Mais puisqu'on sait ce qu'on sait, on n'en parle pas. Je vous interroge, je vous prie de m'excuser, parce que je ne sais pas véritablement. Parce que ce n'est pas une privation. C'est tout simplement de se séparer des choses qui ne sont pas peut-être fondamentales. C'est de la privation. Mais oui, mais si on n'en souffre pas, on n'est pas en mortification. Le terme de mortification est très fort. Il a une connotation très catholique pour nous. C'est bon. Pas seulement, mais c'est très très fort. La séparation du corps et de l'esprit. Non, c'est-à-dire que lorsqu'on utilise des mots, on a trois niveaux. On a le niveau du mot, le mot qu'on utilise tous les jours. Ce mot-là est ce qu'on appelle polysémique. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs sens. Et de ce point de vue-là, on ne peut pas discuter à ce stade en utilisant de simples mots. Maintenant, lorsqu'on va amorcer la démarche de discussion, on va passer du stade des mots au stade de notion. Mais c'est quoi une notion? Une notion, c'est un mot qui regorge un ensemble de problèmes qu'il faut élucider. Tant que ces problèmes, ce champ de problèmes, n'est pas élucidé, on ne peut pas encore parler de connaissance. On ne peut pas avoir ce qu'on appelle le jargon, un langage spécifique qui est pointu. Pour pouvoir l'avoir, il faut démêler les choses. Lorsqu'on a démêlé les choses, pour démêler les choses, autant pour moi, il faut faire ce qu'on appelle passer de la notion au concept. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais faire une analyse sérieuse et pointue sur le mot, plus précisément sur la notion qui regorge les problèmes, pour dire je distingue les choses, je distingue les différents problèmes qui sont ici pour en ressortir ce sens que je vais déployer. Il va de soi que dans cette logique, on ne peut pas confondre la mort avec la mortification. Ça veut dire quoi la mortification? Autrement dit, en fait, qu'est-ce qui meurt? Ce qui meurt, c'est le corps. La mortification sera alors quoi? La mortification sera là le processus qui consiste à faire en sorte que les exigences du corps ne prennent pas le dessus, de telle sorte que ce que nous sommes fondamentalement prenne le dessus. Et ça passe par quoi? Ça passe par la privation. Parce que si on laisse le corps prendre le dessus, eh bien, on n'en a pas fini avec les besoins. Première chose, parce qu'ils sont primaires, ils sont essentiels, ils sont naturels, on n'en a pas fini avec les désirs. Parce qu'on va partir du besoin au désir et aller au-delà même de l'objet désiré. Bonjour, le samsara, ce qu'on appelle le samsara. On sera dans un univers où on ne s'arrête plus. Pourquoi? Eh bien parce que le corps ne vit jamais dans le contentement. Il nous tient. Et tant qu'il nous tient, on ne peut pas se découvrir. C'est la raison pour laquelle il faut tempérer les ardeurs du corps pour pouvoir être nous-mêmes en vue de nous réaliser. Autrement dit, la mort n'est pas mortification. La mortification signifiant la tempérance des exigences du corps, eh bien cela équivaut à ce qu'on appelle la pratique ascétique. Je me contente du bol de riz, je me contente tout simplement de boire, et je me contente tout simplement d'un toit. Oui. Nourrir, c'est un verbe, c'est une action. C'est comme l'être aussi. Mais ce sont des étapes de la vie. Vous pouvez parler de la vie, oui. En mettant la vie et la mort comme ça en face. Pour moi, c'est pas tout à fait juste, parce que la mort est une naissance, autant que la naissance, on peut la considérer comme une mort, dans le sens où vous avez dit qu'on préexistait et qu'on peut se terminer après. Et que mourir dans son origine, si on retourne à l'étymologie de mutus, Oui. c'est la même racine que muet et muté. On a oublié ça aujourd'hui dans notre langue.
on en fait cette séparation totale. En fait, c'est un processus de transformation. Oui. N'oublions pas le point de départ. Le point de départ, c'est ce qui nous définit. Est-ce que nous sommes le corps? Si nous disons le corps, c'est que ça renvoie au monde réel, à l'existence concrète. Or, lorsqu'on est dans ce monde réel, dans l'existence concrète, on fonctionne par dichotomie, toujours, c'est une loi, par référence. J'ai blanc, j'ai noir, j'ai plus, j'ai moins, j'ai homme, j'ai femme, j'ai la vie, mais il faut bien trouver quelque chose, la mort. Si on aborde les choses d'un autre point de vue, qui est spiritualiste, on dira de manière simple qu'en réalité, la mort n'existe pas. C'est tout simplement quoi? C'est tout simplement que la vie prend d'autres formes et on peut étaler ça à l'infini. Donc, l'intervention d'aujourd'hui tient compte d'un facteur, le facteur réel, le facteur de l'évidence. Ce facteur, c'est que nous sommes dans une réalité concrète et nous opérons dans cette réalité concrète avec un appareillage matériel qui est notre corps. C'est vrai, mais notre sens se renouvelle tous les je ne sais pas combien de jours, de semaines, et nos cellules, toutes mes cellules, en 7 ans, je ne sais plus quoi. Donc notre corps, qu'on dit, entre un corps d'enfant qu'on était et un corps de vieux qu'on deviendra, eh bien, c'est le même, mais c'est pas le même. C'est pas aussi quelque chose de... C'est réel et c'est pas figé. Oui, c'est-à-dire que ça, c'est les processus que la raison met en place pour comprendre le changement. C'est visible, ça se voit. Tout à fait. Mais dans la réalité des choses, c'est pour ça que je disais ceci au départ, parce que je savais que ça va bousculer. C'est pour ça que je disais ceci, que nous avons une approche scientifique, nous avons une approche philosophique. Autant vous le dire tout de suite, contrairement à ce qu'on pense, ces deux approches sont limitées. Ce qui va essayer de nous ouvrir l'esprit, et à ce moment, on ne va plus raisonner, on ne va plus ratiociner, on va plutôt basculer sur l'expérience. Eh bien, c'est tout simplement la voie spirituelle, pour le faire simple. Autrement dit, lorsqu'on se possède comme être spirituel, on comprend que le mot mort, dans la réalité des choses, est une illusion. Qu'est-ce que je veux dire ici, en fait? Je dois dire, en fait, elle n'existe pas, la mort n'existe pas, en réalité. Mais lorsqu'on dit ça à la raison ne peut pas s'accommoder avec cette idée. Parce que la raison observe ce qu'elle appelle la mort. Et elle essaie de se consoler en trouvant d'autres jargons pour pouvoir expliquer ce facteur changeant qui est inhérent à notre réalité matérielle. C'est là toute la difficulté. Autrement dit, on peut débattre de ça éternellement. Mais pour taire le débat, je franchis le Rubicon en disant soyons platoniciens ou soyons Socrate. Faisons l'expérience de la mort. Et ça va taire tous les débats. On prend un peu de liberté pour dire ça. Alors, justement, est-ce que ça peut expliquer les expériences qui sont racontées par des personnes qui ont approché ou qui pensent avoir approché la mort de près et s'être sentis rattrapés, si on peut dire, revenir dans leur enveloppe charnelle? Vous parlez des expériences de mort imminente. Ouais. Il s'agit de ça. Mais sauf qu'on n'est pas parti définitivement. C'est la seule différence. Encore une fois, on peut débattre de ça. La science essaye de s'approprier ce débat. Mais le problème de la science actuellement, c'est que la science est limitée par le paradigme matérialiste. Ce paradigme matérialiste est limitant. On va voir dans les années à venir avec la physique quantique que ce paradigme sera dépassé et l'on comprendra que ce n'est pas la conscience qui produit le cerveau. Parce que si c'est la conscience, non, ce n'est pas le cerveau qui produit la conscience. Parce que si c'est le cerveau qui produit la conscience,
il est absolument impossible que dans l'état que vous venez de décrire, on soit à même de rapporter ce qui se passait alors que le cerveau était cliniquement mort. Ça ne peut pas s'expliquer. Encore une fois, il faut en faire l'expérience. Discuter de ça comme on veut, mais c'est ça l'expérience. Il y a des exercices aussi de méditation, de travail, qui aussi amènent à cette expérience de la conscience en dehors de la pensée et du cerveau. Donc, quand on dit exercice, méditation, il faut bien comprendre par là que dans cette démarche, on dit à la raison, Noémie, reste là, calme-toi. C'est ce qu'on dit à la raison. Et ça, au sein de la méditation, hein, c'est ce qu'on dit à la raison. Parce que si la raison rentre en jeu, la méditation est abolie et l'expérience ne pourra pas se dérouler. C'est pour ça que lors d'une des interventions, je vous ai invité à la pratique du silence. Parce que c'est dans ces conditions qu'on commence à découvrir ce qui se passe de l'autre côté du voile. Mais ce qu'on fait ici, en fait, c'est tout simplement nourrir notre partie rationnelle, parce que la raison a besoin de sang. Et toute la société fonctionne sur telle base. Et c'est pour ça que lorsque vous échangez avec les gens, vous allez remarquer que dans vos échanges, quelqu'un dit quelque chose, vous lui demandez pourquoi. La personne justifie ce qu'il dit, explique ce qu'il dit de façon logique, pertinente. Vous direz oui, parce que vous avez compris. Mais vous ne manquerez pas de rajouter ceci. Vous rajoutez quoi? Vous comprenez les choses. Si vous apprenez à dépasser cette opposition que vous créez, c'est le début de la méditation. Allez, continuons. Non, les choses des silences. Ah, bon, vous mettez en pratique. C'est bien, oui. Je voulais te demander, c'est comment je vais être un peu brouillon. Vas-y, on n'est pas brouillon. On a quand même toujours, tu parlais de l'ego, c'est une petite voix qui est toujours en train de parler dans le cerveau. Alors moi j'en ai une qui est non-stop, tu sais très bien. Enfin, j'ai discuté avec une dame qui disait que ce sont les émotions qui sont refoulées, qui sont là et qui viennent toujours dans le cerveau quand tu agis, qui sont toujours en train d'analyser tout ce que tu fais et qui te bloquent justement dans tous tes actes qui devraient être naturels, quoi, si tu veux, en laissant, puisqu'on est ici du tout, on est le tout, enfin si je peux me permettre, c'est ce que je veux là. Et notre cerveau est toujours en train de nous faire une petite voix. C'est pas la petite voix spirituelle, c'est la voix du comment la stopper, comment éviter tout ça, comment. Enfin, je sais pas si je suis explicite un petit peu sur ça, mais. Oui. La première question qu'il faut se poser est de savoir d'où proviennent les émotions. Je vais esquisser une réponse. Je l'esquisse en disant ceci, que contrairement à ce que l'on pense, il y a une relation étroite entre le corps et le monde émotionnel. Cette réponse me permet de dire ceci, ou de faire cette différence, cette distinction que bien souvent on ne comprend pas. C'est que le monde de l'émotion, qui est étroitement en relation avec le corps, je ne développe pas le mécanisme, est complètement dissocié de ce que nous sommes véritablement. Dans l'état méditatif, l'émotion n'existe pas. Mais pourquoi l'émotion? Eh bien parce que le corps cherche à s'exprimer. Première chose. Mais n'oubliez surtout pas que le corps a conscience de sa finitude, ce qui suscite en lui de l'angoisse. Il va développer des mécanismes
qui lui donne l'impression qu'il maîtrise la chose. Et c'est la raison pour laquelle je vais encore dire autre chose. Le corps, contrairement à ce que l'on pense, est en étroite relation avec la raison. En fait, finalement, c'est quoi la fonction de la raison? Encore une fois, contrairement à ce qu'on nous présente, la fonction de la raison est de nous protéger. C'est pour ça qu'elle n'arrête jamais. Et c'est pour ça que c'est une illusion. Bon, ça c'est le discours. On ne peut comprendre ça qu'à partir du moment où on a tempéré la raison pour se découvrir dans ce qu'on est. Et à ce moment-là, l'émotion n'a plus de place. Parce que vous êtes vous-même. Pourquoi? Parce qu'au fond de vous-même, dans ce que vous êtes ce qu'on appelle fondamentalement une entité heureuse. Dès que vous avez laissé le corps s'exprimer, vous embrassez ce qu'on appelle la souffrance et le malheur. Autrement, en fait, le malheur, c'est tout simplement le fait de sortir de notre état naturel qui est le bonheur qui s'est défini comme un état permanent de satisfaction différent de l'émotion de plaisir qui est changeante. Il faut bien comprendre cette réalité. J'adopte ce ton qui n'est pas philosophique, mais je vous ai prévenu au départ en disant que je vais naviguer entre la philosophie, la science et ce dont il est question là. Maintenant, quelqu'un me disait la dernière fois, il faut parler un peu de spiritualité. Je crois que c'était vous. Et c'est ce que nous sommes en train de faire là, maintenant. C'est plutôt une intervention qui suscite en vous, qui devrait susciter en vous l'optimisme. Vous allez voir, ça ne vient pas comme ça, mais ça se développe. Vous aurez un bien corps, plein d'émotions, plein de choses. Voilà. L'intervention est salutaire. Pourquoi? Parce que cette intervention nous permet de pointer encore le fonctionnement de la raison. C'est la raison qui fonctionne comme ça. De quelle manière? Elle fonctionne dans le sens de juger à chaque fois. Autrement dit, en réalité, dans la réalité fondamentale, le jugement n'existe pas. Tout est neutre en réalité. Bon, mauvais, dépend de l'attitude que nous adoptons. Si nous adoptons une attitude à partir de notre nature sensible, là, le problème commence. Mais si on aborde les choses à partir de ce que nous sommes fondamentalement, eh bien, le moins, le plus n'existe plus, noir, blanc n'existe plus, et ainsi de suite n'existe plus, parce qu'on est dans la chose. Mais on ne reste pas tout le temps en méditation, et ce monde sensible, il existe. C'est justement Il apporte aussi des choses. Mais c'est bien ce que je suis en train de dire, à savoir, au lieu de contenter, au lieu de condamner autant pour moi le corps, il faut l'accepter tel qu'il est. Pourquoi? Parce qu'il nous permet de vivre l'expérience de cette magnifique planète qu'est la Terre. Donc, la raison fonctionne de façon binaire, de façon dichotomique toujours. Mais si vous apprenez à aller au-delà de la raison, vous allez voir que ce qui vous paraît négatif ne l'est plus en réalité. Ce qui va compter dans cette logique, c'est tout simplement l'expérience. Or, la question se pose de savoir en quoi consiste cette expérience. Pourquoi vivre ces expériences-là? Eh bien, c'est tout simplement que ces expériences nous servent de leçon. Autrement dit, nous sommes dans une grande école, mais nous n'en prenons pas conscience. On lutte contre cette école alors qu'elle nous enseigne. C'est là toute la difficulté. Encore une fois, nous sommes sur le terrain de la raison et des exigences du corps. En même temps, c'est le terrain de la philosophie, parce que l'expérience amène à se poser des questions, et les questions amènent justement à l'ontologie. Disons qu'il y a des paliers. Oui, les paliers. Il y a des paliers. Il faut bien que je fonctionne avec le corps. Dès lors que je fonctionne avec le corps, je passerai nécessairement par ce processus.
le questionnement. Et puis on va arriver à ce qu'on va appeler l'intuition. C'est-à-dire que dans l'intuition, on ne pose plus des questions. Pourquoi? Parce qu'on saisit directement les choses. C'est comme si on était branché à la source des choses. Et c'est la raison pour laquelle, moi c'est très intéressant, c'est quand ils parlaient des expériences de monde imminente, ils disent, mais j'étais toute chose, et toute chose était moi. J'avais l'impression de savoir tout, de connaître tout. Mais si bien que lorsque je reviens dans cette réalité, je perds tout. En fait, pourquoi? Parce que le corps est limité, le cerveau est limité. Il ne peut pas contenir toute la connaissance et la beauté de l'univers qui est infini. C'est ça toute la difficulté à laquelle nous sommes confrontés. Enfin, ce n'est pas une difficulté, c'est une expérience. Mais moi, il y a quelque chose qui me gêne quand tu parles de l'être fondamental, etc., du fait qu'on est finalement on est capable d'être dans un univers de bonheur complet, etc. Mais qu'est-ce que tu fais de toutes ces expériences justement sensibles, émotionnelles, artistiques, qui nous traversent et qui font écho aussi à ça, je trouve. Et voilà, comment vivre ça, parce que c'est des turbulences, c'est des bouleversements, t'es pas dans un état méditatif quand tu vis ça, tu vois. Et comment tu... C'est pour ça que je disais ceci, que il faut prendre l'ensemble de nos expériences pour ce qu'elles sont, ces expériences. On ne peut pas dire c'est... Parce que dans la pratique du jugement, on condamne. Or, dans ce dont on parle ici, on ne condamne pas. On comprend que nous sommes des êtres de chair. Mais il faut se poser la question de savoir quel est l'intérêt d'avoir un corps. Mais c'est pour vivre l'expérience de cette magnifique planète. Parce qu'elle est magnifique. Mais si elle est magnifique, ça veut dire qu'elle va nous procurer de belles émotions. On va les rejeter? Non, pas du tout. Mais si on a ce qu'on va appeler de mauvaises émotions, ne serait-il pas mieux de se poser la question de savoir, mais s'il y a émotion, c'est parce que je réagis à une certaine circonstance qui m'est extérieure. Mais en réalité, est-ce que cette circonstance en elle-même est négative ou positive? Est-ce que cela ne dépend pas de mon attitude face à ça? Vous voyez que cette question pose la question du bonheur. Le bonheur dépend-il de nous ou des circonstances externes? Si l'on part du fait que le bonheur dépend des circonstances externes, eh bien, puisque les circonstances externes sont changeantes, le bonheur est intermittent. Il y aura une confrontation entre ces circonstances et votre état qui est permanent. Je suis désolé, mais la planète elle est belle. Il y a des gens bien, mais il y a des abrutis quand même. Alors, je suis bien gentil, c'est un discours un peu bisounours. Enfin, quand même, je crois que c'est... Si on dit que les émotions ce sont des informations de nous par rapport aux événements au monde, ou à nous-mêmes, ce sont des informations et c'est pas... Et quelquefois, ou souvent, on s'identifie. On dit on est heureux parce qu'on rencontre quelque chose qui est positif pour nous, dans notre jugement. Ou alors, on est malheureux parce que c'est quelque chose qui n'est pas dans... Enfin, on sait bien ce que ça veut dire tout ça. Mais c'est pas... C'est peut-être que le français et l'espagnol est différent pour les mots. Il a estar et être, par exemple, et ser. Et nous, on dit tout je suis. Je suis heureux, je suis malheureux, je suis comme ci, je suis comme ça. Et c'est temporaire, c'est comme le vent, et c'est comme là. Un jour, il y a de la tempête, un autre jour, il fait du soleil. Et je suis toujours qui je suis parmi tout ça. Et je traverse tout ça. Et ça va cette conscience d'être qui fait qu'on peut être dans la joie, même si on vit quelque chose de triste. Pas si vous comprenez ce que je veux dire. Autrement dit, tout est relatif, en réalité. Pas tout. Tout dans le monde dans lequel nous sommes oui, est relatif. C'est une interférence. Mais oui. Ce que je vis, enfin, l'être qui vit ça, c'est lui qui est au centre. Mais ça fait bien de parler de l'être, parce que je fais la différence entre l'être et l'existence. C'est pour ça que j'insiste sur le qualificatif, ce que nous sommes, fondamentalement.
ce n'est plus du domaine du réel. C'est du domaine... il y a un défaut de mot. Alors, réel et réalité, c'est deux choses différentes. Voilà. C'est du domaine de la réalité. Et j'ajoute fondamental. Encore une fois, nous parlons avec des mots et nous appréhendons ces mots avec la raison. Mais pour aller au-delà des mots, il n'y a qu'une réponse, c'est l'expérience personnelle avec ça. Pour rebondir sur... mais j'ai pas voulu être péjoratif. Hein. Non, c'est ce que je dis. Il y a le contraire. C'est le contraire du bisounours, je trouve. Oui, tout à fait. Ce que vous dites. Oui. C'est le contraire du bisounours. Exactement, voilà, merci. C'est ce que c'est la précision que je voulais faire. Voilà. C'est juste ça, merci. Donc un monde de bisounours, c'est pas mal. Hein. On n'avance pas. Ça ne voit pas la réalité du monde du bisounours. Peut-être que si, Voilà. si on avait voit plus que de le gens bon bisounours, côté on des aurait choses. moins de... Je vais juste dire ceci, que dans la réalité, dans le réel, il y a l'expérience. L'expérience, en principe, est neutre. Mais nous avons l'impression que l'expérience n'est pas neutre, eh bien parce que nous regardons l'expérience avec les yeux de la raison. La raison fonctionne toujours par référence. Ça doit être soit bon ou mauvais. Mais sauf que ces deux valeurs sont relatives. Parce que ce qui est bon pour moi ne l'est pas forcément pour une autre personne et vice-versa. J'aimerais bien vous remercier d'être venu m'écouter. Merci beaucoup.